Avant les années 80, les moyens audiovisuels en classe étaient limités. Stencil, diapo, tableau feutre, éventuellement la télévision. Voici d'ailleurs une petite plaisanterie qui circulait à l'époque. Comment dit-on audiovisuel dans le canton de Vaud? On dit écoute voir. Bon, reprenons. Dans cette présentation, nous allons discuter de la manière dont sont utilisées les images statiques dans des livres et des manuels scolaires. On va se poser deux questions. Comment les images produisent-elles du sens? Et quelle est la fonction de l'image dans le document? Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous sommes amenés à utiliser ou produire nous-mêmes des ressources scolaires et vulgariser des concepts scientifiques complexes pour les mettre à la portée de nos élèves. Voici un exemple d'illustration tiré d'un ouvrage de biologie relativement récent. C'est un manuel scolaire niveau 10-11 Armos. Comment cette image typique développe-t-elle son sens? Cette illustration communique en s'appuyant sur deux figures de rhétorique. La métonymie, c'est la première figure, est une figure de style qui consiste à exprimer le sens d'un mot par un autre mot qui lui est lié par une relation nécessaire. Dans la proposition « toute la salle se mit à rire », l'expression « toute la salle » signifie en fait les occupants de la salle et constitue donc une métonymie. On considère la partie pour le tout. Ici, dans cette image, le sens est donné par le rapport de voisinage. La grappe de raisin contient le glucose, le sucre qu'il désigne. La seconde figure de rhétorique est une figure bien connue qui est la métaphore. Dans une métaphore, le sens se fonde sur une substitution qui s'opère sur la base de propriétés communes à deux termes, appartenant à deux domaines bien distincts, mais qui présentent des traits de ressemblance, sans que la similitude soit vraiment explicitée. Un exemple, le pied de la tomate. Tout le monde comprend de quoi on parle, pourtant on sait très bien que les tomates n'ont pas de pied. Dans cette image, qu'est-ce qu'on dit? On dit la cellule, tout comme l'allumette, dégage de la chaleur par une réaction chimique avec l'oxygène. Nos explications s'appuient donc beaucoup sur ce type d'analogie. Cette image fonctionne-t-elle pour autant? La compréhension de cette illustration dépend des capacités d'inférence de la personne, donc de son bagage culturel, de sa pratique antérieure de lecture de schéma et de la fonction qui est assignée à cette image. Mayer a décrit et longuement étudié ce qu'il appelle le principe multimédia. Combiner des illustrations avec du texte facilite le traitement et la mémorisation des informations. Les combinaisons illustration et texte aident les apprenants à comprendre plus efficacement les relations de cause à effet dans un système. Autrement dit, une image et un long discours vaut mieux qu'un long discours tout seul. Voici donc le texte d'accompagnement. Quelle est la fonction de cette image par rapport à ce texte? Pour Mayer, les visualisations, les illustrations ont une fonction d'étayage pour éviter les mauvaises interprétations qui pourraient se produire lors de l'apprentissage des systèmes scientifiques qui sont exposés à partir d'informations verbales pures, d'un texte uniquement. Cette fonction d'étayage est selon lui la principale exploitation d'une image dans le domaine de l'apprentissage des sciences et des techniques. Nous allons parcourir quelques fonctions possibles d'une illustration par rapport à un dispositif textuel. La fonction la moins utile pour l'apprentissage d'une matière de nature scientifique est sans aucun doute la fonction décorative. Ce premier exemple est tiré d'un polycopié de cours encore utilisé aujourd'hui à l'ECG. L'image à gauche fait référence au foin cité dans le texte. Cet élément ne contribue pas significativement à la compréhension du texte ou à sa rétention. On pourrait donc tout aussi bien remplacer l'image du champ par une image de framboise, puisqu'on parle ici du parfum de la framboise. Il n'y aurait pas de différence. Un autre exemple d'illustration décorative, cette image d'un cheval blanc dans cet article de Wikipédia n'est pas reliée explicitement au texte. On pourrait mettre une autre image d'un autre cheval, ça ne changerait rien du tout. La deuxième fonction, plus utile, c'est une fonction qui organise l'information et fournit une aide pour structurer la lecture du texte, comme cet exemple en témoigne. On peut mettre également dans cette catégorie les schémas anatomiques que l'on trouve dans les livres de biologie. La troisième fonction est très présente dans les documents techniques et très utilisée dans la recherche de Mayer. Ce sont des aides à l'interprétation d'un texte assez ou très difficile. Vous connaissez certainement cela si vous avez utilisé des modes d'emploi d'appareils électroniques ou électriques. Vous avez souvent un mode d'emploi et des illustrations à la fin du mode d'emploi et on a tendance à passer de l'un à l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire. L'image représente la topologie des différentes pièces, c'est-à-dire du système, ainsi que les relations de ces pièces les unes avec les autres, ce que Mayer et Galini nomment le comportement des composants. La dernière fonction que l'on peut retenir, ce sont les aides à la mémorisation.
Ici, des concepts complexes tels que la reproduction sexuée, l'oviparité, la fécondation externe ou interne ou le mode de développement sont évoqués par des icônes qui peuvent faciliter la mémorisation pour différents groupes d'animaux. Quelles sont les fonctions possibles d'une image au sein d'un document? En résumé, dans la suite de cette formation, nous allons considérer que les images décoratives ont une fonction essentiellement motivationnelle, avec cependant un risque important de distraire l'apprenant de l'essentiel. Nous regrouperons sous étayage d'une explication les illustrations qui organisent la lecture d'un texte et servent de support à l'interprétation et la construction d'un modèle mental. Donc c'est vraiment au service d'une explication. Enfin, nous regrouperons sous aide à la mémorisation les illustrations qui représentent de manière simplifiée, transforment le contenu de texte en une forme différente qui peut rendre plus aisé l'apprentissage et la mémorisation. Ce sont ces deux catégories qui forment la plus grande partie des illustrations utiles à notre enseignement scientifique. Comment reconnaît-on des illustrations qui aident à comprendre une explication? Alors là aussi, Meyer et Galini, toujours dans leur travail de 1990, ont décrit deux types d'étayage que les illustrations peuvent véhiculer pour faciliter l'apprentissage d'un système scientifique. Ce qu'ils appellent la topologie du système, donc la représentation, l'agencement des composants, et le comportement du système, dans le temps et les relations de causalité. Parfois, un langage abstrait est utilisé pour exprimer les comportements des différents composants. Ce sont souvent des graphes, des courbes, des données numériques sous forme de diagrammes. Les chercheurs ont observé que la topologie du système, la représentation topologique, et le comportement des composants doivent être transmis par les illustrations pour produire un gain significatif dans l'apprentissage, par rapport à simplement donner un texte. Lorsque une seule de ces fonctions d'étayage est fournie, par exemple uniquement le comportement des composants ou uniquement la représentation technologique, les résultats, pour le rappel conceptuel, pour la résolution de problèmes, équivaut à ne pas fournir du tout d'illustration. Dans ce cas, en fonction du niveau de compétence et de maîtrise de l'élève, un rappel du contexte est nécessaire, comme le montre cet autre exemple où l'on voit bien la cohabitation entre le graphe et la représentation technologique au service du texte. Comment est-ce qu'on reconnaît une illustration qui est une aide à la mémorisation? En général, ce sont des images qui rendent le texte plus compact, plus concis. Selon l'adage, une image vaut 1000 mots. L'image est concrète, elle a une fonction, elle représente bien les choses, des objets compréhensibles, elle est cohérente avec le texte, elle est ordonnée, donc elle a une fonction d'organisation. Et puis, bien entendu, elle correspond, elle relie un texte qui est non familier à des connaissances antérieures d'un lecteur. Enfin, pour que les choses puissent être mémorisées, il faut que ces informations soient codables. Ça veut dire que toutes les informations incluses dans ce schéma puissent être encodées de manière cohérente dans la mémoire à long terme. Si nous reprenons maintenant notre exemple du début de la présentation et nous nous interrogeons sur ça ou ses fonctions, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, nous pouvons dire qu'elle étaye une explication, parce qu'elle fournit des informations topologiques sur ces éléments, dans la cellule, hors de la cellule, et elle structure les interactions entre ces éléments dans le temps. Elle est aussi une aide à la mémorisation, puisqu'elle est compacte, elle est concrète, on utilise des métaphores pour qu'on se souvienne du sucre, des choses comme ça, et elle est cohérente avec le texte. Reste la question, est-elle codable? Est-elle trop complexe, trop implicite? Cette question, nous allons nous la poser dans la prochaine vidéo. On va se poser la question, comment est-ce que nous intégrons de nouvelles connaissances? Comment apprend-on? Nous allons en particulier aborder le modèle cognitif de l'apprentissage multimédia, qu'on appelle CTML, ou bien Cognitive Theory of Multimedia Learning, développé par Meyer.